Si tu es professionnel du bien-être et que tu veux intégrer la cuisine santé à ton activité, je te recommande de tout cœur la formation pro La cuisine naturo d'Émilie Borriguiglione. J'ai eu la chance de suivre cette formation et je peux te dire que ça a été un vrai tournant pour moi. En tant que naturopathe passionnée de cuisine santé, je voulais approfondir mes compétences mais aussi structurer mon activité avec plus de clarté, plus de confiance et une vision nette. C'est exactement ce que propose cette formation. Un équilibre entre contenu théorique hyper solide, mise en pratique concrète en cuisine naturo et un vrai accompagnement entrepreneurial grâce aux sessions régulières de coaching et de mentorat qui permettent de se sentir aligné, sereine et prête à faire rayonner son activité. J'y ai appris énormément, autant sur le plan pratique que sur le développement de mon activité. La 4e édition démarre le 2 juin 2025. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, j'ai une remise de 5% à t'offrir avec le code Les Lois Naturelles. Si tu veux devenir expert en cuisine santé et entrepreneur aligné, c'est le moment. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Lois Naturelles. Je suis Camille Langlais, naturopathe et fondatrice de ce podcast. C'est en transformant mon hygiène de vie et particulièrement mon alimentation que j'ai découvert toute l'énergie dont mon corps disposait. J'ai ainsi compris à quel point notre corps peut être puissant lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin. Cette révélation a changé ma vie et c'est cette même transformation que je souhaite vous offrir. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui sont prêts à reprendre leur santé en main, que vous soyez fatigué de vous sentir constamment épuisé, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être ou encore que vous souhaitiez offrir à vos enfants le meilleur départ possible dans la vie. À travers des épisodes en solo ou avec des invités experts, je vous montre comment la naturopathie peut vous aider à atteindre votre plein potentiel, tant sur le plan physique que sur tous les autres plans de l'être. Et comme je suis convaincue que les meilleures habitudes se cultivent dès le plus jeune âge, je dédie une partie de mon activité aux parents soucieux d'accompagner leurs enfants, de la petite enfance à l'adolescence, vers une vie saine et équilibrée. Si vous êtes prêt à transformer votre vie ou celle de vos enfants, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez soutenir les lois naturelles, n'oubliez pas de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute, 5 étoiles de préférence, ou un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément à faire découvrir la naturopathie au plus grand nombre. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois Naturelles. Nous parlons beaucoup alimentation dans le podcast et récemment, aux côtés d'Anne-Sophie Pasquier, dans l'épisode numéro 53, nous avons passé en revue la digestion et ses étapes et notamment ce qui pourrait ressembler à une digestion parfaite. Anne-Sophie nous dit d'ailleurs qu'une digestion parfaite est une digestion silencieuse que l'on ne sent pas. Cette discrétion extérieure masque pourtant un travail intérieur intense dans lequel intervient un acteur fondamental qui mérite que l'on s'intéresse de plus près à son rôle. Il s'agit des enzymes. Les enzymes sont les stars de l'alimentation vivante. Ce sont elles, entre autres, que l'alimentation vivante cherche à préserver. Alors, qui sont-elles? À quoi servent-elles et où les trouve-t-on? Et en quoi sont-elles bénéfiques, voire même indispensables à notre santé? Pour faire la lumière sur ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Viard. Éric est ingénieur en agronomie, spécialiste du bio depuis de nombreuses années. Il est aussi le fondateur de BioVie, un acteur absolument incontournable de l'alimentation vivante, tant par les produits qu'elle met à la disposition des consommateurs que par les valeurs et l'information qu'elle véhicule. Alors, je vous prie d'excuser par avance la qualité sonore de cet épisode pour lequel malheureusement j'ai rencontré une petite difficulté technique. C'est la raison pour laquelle j'ai réenregistré cette introduction, mais j'espère que cela n'altérera pas trop la qualité de votre écoute. Bonjour Éric. Bonjour Camille. Merci pour ta présence dans le podcast. Je suis ravie qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais rappeler pour les auditeurs ce qu'est une enzyme et quels sont ses rôles dans notre corps? Alors, on vivrait pas si on n'avait pas d'enzymes. Les enzymes, c'est la vie quelque part. C'est en fait ce qui va faire que tous nos processus métaboliques vont pouvoir avoir lieu au niveau cellulaire et au niveau, si on prend un petit peu de recul, au niveau de notre organisme.
Les enzymes, c'est vraiment la force vivante de plusieurs processus. Il y a les processus de construction et il y a les processus de destruction ou de nettoyage. Enfin, il y a vraiment plusieurs milliers d'enzymes qui interviennent dans notre organisme. Et pourquoi on s'intéresse aux enzymes? C'est vraiment le cœur battant de l'alimentation vivante, parce que c'est le nutriment qu'on va chercher à préserver par-dessus tout. Et c'est pour ça qu'en alimentation vivante, on ne cuit pas les aliments, parce que les enzymes sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles vont être détruites par la chaleur très rapidement. Et moi, je suis intimement convaincu que les enzymes vont être au XXIe siècle ce que les vitamines étaient au XXe siècle. Pour moi, c'est vraiment la médecine de demain, parce que c'est quelque chose de c'est des acteurs qui sont extrêmement précis parce qu'ils interviennent dans des réactions très précises. Et je trouve qu'on s'y est pas assez intéressé. Et voilà, nous, ça fait des années qu'on s'y intéresse. Et forcément à travers l'alimentation vivante, mais plus récemment à travers des enzymes aussi qu'on peut prendre en plus de ce qu'on a dans l'alimentation. Mais voilà, ce sont des acteurs incontournables et très fragiles et sensibles. Et donc, on cherche à les préserver. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la température de destruction des enzymes? Si tu veux, les enzymes, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se produire. Il y a une inactivation qui se fait souvent par la congélation ou par un chauffage modéré. Et donc, en fait, l'enzyme va être inactivée parce que une sortie de sa zone de température optimale va faire elle va adopter une autre forme. Donc, elle ne va plus arriver à aller fonctionner avec son site de réception. Et ensuite, quand on dépasse on va dire 48, 50 degrés dans ces eaux-là, les enzymes sont détruites en fait, et donc c'est quelque chose qui est irréversible. On peut pas revenir en arrière, contrairement à si, à un moment donné, il y a un chauffage modéré ou une réfrigération, quoi. Donc ça, c'est important. Et donc tout ça pour dire que finalement, la quasi-intégralité des modes de cuisson qu'on a vont être destructeurs des enzymes. Ensuite, on sait en naturopathie qu'il y a des modes de cuisson qui sont plus ou moins vertueux que d'autres, parce que ça, c'est pour d'autres nutriments. Notamment, il y a certaines vitamines qui vont être détruites à des seuils de température différents. Il y a certains phytonutriments qui vont être sensibles à la température. Mais par contre, pour les enzymes, je considère pas ça comme un nutriment parce que c'est plutôt un outil. Mais en tout cas, les enzymes font partie de la gamme des éléments nutritionnels qui sont détruits le plus tôt. Donc en fait, il y a une température finalement adéquate qui serait peut-être la température du corps. Oui, oui, tout à fait. Les enzymes fonctionnent de façon idéale à température corporelle, de façon accélérée quand on a des pics de fièvre. Enfin, en tout cas, autour de 40, 42, là, elles fonctionnent encore plus rapidement. Mais oui, oui, les températures corporelles chez les êtres humains et les animaux à sang chaud, voilà, c'est les températures de fonctionnement idéales. Et qu'est-ce qui explique qu'on s'est peu intéressé aux enzymes jusqu'à présent? On a une vision de la santé en fait où on va plutôt aller chercher à ramener dans l'organisme des choses qui pourraient nous manquer. C'est une vision assez cartésienne, une vision aussi de Pasteur en fait. Quand on s'intéresse aux enzymes, on va chercher à optimiser ce qui est capable de faire le corps en fait. Et donc ça, c'est une façon de voir la santé qui est vraiment différente, et on va amener le corps à faire le travail qu'il a à faire, que ce soit un travail de nettoyage, que ce soit pour des personnes qui sont en train de lutter contre des pathologies, que ce soit un travail de construction, c'est-à-dire de synthèse de protéines, de lecture de l'ADN, de fabrication, de tout le matériel dont on a besoin. C'est des centaines de milliers de réactions à la seconde qui se passent dans notre organisme. Et effectivement, pourtant c'est connu, les enzymes sont connues, mais c'est quelque chose qui nécessite une remise en question de la façon qu'on a de fonctionner avec des apports exogènes qu'on rentre dans l'organisme, que ce soit en médecine conventionnelle ou en naturopathie aussi. Là, on va avoir une vision complètement différente, c'est-à-dire que on va prendre soin des travailleurs. On va pas chercher une substance ou une vitamine ou un minéral ou un oligo-élément. Non, là, quand on s'intéresse au travail enzymatique, on va prendre soin du capital des petits travailleurs en blouse bleue qui sont dans notre corps et qui font tout ce travail, soit de fabrication, soit de destruction.
Ça m'offre du coup une transition rêvée vers ma prochaine question. Est-ce que justement on naît avec un capital enzymatique ou alors les enzymes se renouvellent tout au long de notre vie? Il n'y a pas de réponse tranchée à ta question parce que on a effectivement un capital enzymatique à la naissance et en fait c'est pas vraiment comme si on avait un stock dans un coffre-fort et on va piocher puis à un moment il n'y en a plus. C'est pas, on peut pas voir les choses comme ça. C'est que l'organisme a capacité à fabriquer ses propres enzymes. Donc ça c'est important. Cette capacité décline avec l'âge. C'est un des facteurs du vieillissement. Par contre, ce qui est fondamental, et moi si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là, c'est qu'en fait, les aliments, quand ils sont crus, viennent avec leurs propres enzymes qui vont permettre de les métaboliser, enfin de les découper et au final de les digérer et à la fin de les assimiler. Quand on détruit ce capital enzymatique, le corps va devoir fournir un surcroît d'énergie pour refabriquer les enzymes qu'il faut. Et souvent, les digestions peuvent être incomplètes, ou alors ce surcroît d'énergie qui mobilise va se faire au détriment d'autres fonctions en fait, qui vont être mises en veilleuse, qui vont, enfin voilà, pour lequel le corps aura moins d'énergie. Quelque part, c'est comme si on avait une masse d'énergie qu'on peut diviser entre différentes fonctions. Et si le corps est accaparé plus par une digestion complexe parce que il y a des molécules de Maillard, parce qu'il y a des aliments qui sont compliqués à digérer avec des mauvaises combinaisons, etc. Certainement, le travail immunitaire va être baissé. On va être dans le fog mental parce que, enfin, il y a tout un tas de fonctions cognitives et corporelles qui vont plus avoir l'énergie disponible. Et donc, quand on mange des aliments qui n'ont plus d'enzymes et qu'on a tout ce surcroît de travail à faire au niveau de la digestion, bah c'est au détriment d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'en fait la nature a bien fait les choses. Voilà, on est les seuls animaux entre guillemets à faire cuire notre alimentation. Donc bien sûr, ça nous a permis tout un tas de progrès sociaux, de nous sédentariser, de venir occuper des zones où on pourrait pas produire notre alimentation en hiver, de coloniser des pays froids, etc. Ça, il y a tout ce volant social là, mais ça se fait au détriment de voilà du capital enzymatique que les aliments possèdent en fait. Donc voilà, donc on a un capital, il décroît avec l'âge et en fait voilà, on peut alléger le travail de l'organisme de fabrication d'enzymes en étant attentif à la façon dont on mange et surtout en ayant un maximum d'alimentation vivante et crue. Et quand on a un repas, de commencer ces repas par le cru ou enfin une salade ou quelque chose qui est cru et de passer au cuit ensuite. Oui, ça viendra fournir l'apport enzymatique nécessaire pour le repas. Oui. Ouais. Alors, avant qu'on revienne justement sur où est-ce qu'on peut trouver toutes ces enzymes, est-ce qu'il y a différentes catégories d'enzymes qui existent? Alors, il y a énormément de catégories d'enzymes. Après, en fait, bon, déjà, on peut classer, il y a deux grandes catégories d'enzymes. D'une part, il y a toutes les enzymes qui interviennent sur le travail digestif et sur le découpage des macros, euh, comment dire, alors, ça va, les enzymes, par exemple, les protéases vont aller découper les protéines en acides aminés, les lipases vont aller découper les lipides en acides gras, et il y a des enzymes qui sont spécialisées sur les chaînes longues pour qu'on récupère des sucres simples à la sortie aussi. Donc ça, c'est toutes les enzymes qui interviennent dans la sphère digestive. Et là, on a ces trois classes d'enzymes par rapport aux trois classes de macronutriments qu'on connaît, qui sont assez traditionnels dans la nutrition. Après, il y a toutes les enzymes qui interviennent quand le corps n'est pas en train de digérer. Donc, ce sont toutes les enzymes qui sont très actives la nuit et donc qui font tout le travail de nettoyage, de détox et de tout ce qui est le nettoyage cellulaire et aussi toute la construction et toute la fabrication de protéines et tout ça. Donc ça, c'est plutôt ce que moi j'appelle les enzymes métaboliques. Donc les deux grandes classes, c'est enzymes digestives avec les trois sous-catégories par rapport aux macronutriments. Et après, il y a les enzymes métaboliques qui, elles, n'interviennent pas dans la digestion, mais interviennent vraiment dans les processus métaboliques. Et donc nous, on a essayé de trouver un terme qui parle plus au public que les enzymes. Donc on les a appelés des auxiliaires métaboliques. Donc c'est-à-dire que c'est comme
du personnel en plus qu'on va avoir, enfin des auxiliaires métaboliques qui vont nous aider dans nos process métaboliques ou digestifs. Mais il faut le voir comme non pas comme des nutriments, mais comme vraiment quelque chose de vivant et d'actif, quoi. C'est très clair. Et est-ce qu'il y a des facteurs justement dans nos modes de vie, je pense notamment, qui vont venir favoriser ou venir inhiber notre production naturelle d'enzymes? Alors, en dehors de la destruction des enzymes par les modes de cuisson, en fait, il y a certaines maladies, mais là, c'est vraiment de la médecine où il y a des carences de production de certaines enzymes. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent avec des différentes difficultés. Donc là, ça va être des personnes qui vont devoir consommer certains types d'enzymes qu'elles n'arrivent pas à produire. Donc ça, c'est, on va dire, dans le registre de la pathologie. Et après, en fait, la production d'enzymes, elle est impactée par le stress, donc que ce soit le stress interne ou le stress externe, par la maladie, par un petit peu nos modes de vie. Et donc, oui, c'est tout ce qui va pas vers la santé va aussi avoir un impact sur la qualité et la quantité d'enzymes qu'on est capable de produire, quoi. Et aussi par notre âge, hein, parce que tu vois, moi j'ai 53 ans, le capital enzymatique à partir de 50 ans, il commence à baisser assez rapidement. Donc il y a des facteurs qui sont les facteurs qu'on connaît, euh, dans lesquels on n'est pas en santé optimale, hein, qui ont un impact. Ouais. Et est-ce que c'est pour ça que des fois, tu sais, avec l'âge, on entend souvent dire, ah bah ça, j'arrive plus à le digérer, avant j'en mangeais, ça passait super, et maintenant j'arrive plus à le digérer. Tu sais, certains légumes, est-ce que ça vient de là, du capital enzymatique qui faiblit? Alors pour moi, il y a deux explications, parce qu'on travaille sur justement avec les enzymes sur un autre volet, où c'est sur comment dire la capacité de l'organisme vraiment à assimiler ce qu'on mange. Tu vois, on a fait une expérience avec des enzymes où on a réussi on a pris des enzymes qui nous ont permis de nous débarrasser de notre plaque mucoïde et jusqu'à présent en 48 heures. Jusqu'à présent, j'avais entendu parler de la plaque mucoïde. Pour moi, c'est quelque chose qui est une théorie, entre guillemets, ou une réalité naturopathique que la médecine conventionnelle n'accepte pas. Par contre, moi, je l'ai tenue dans mes mains. Donc, je sais que la plaque mucoïde est une interface qui tapisse les intestins qui va empêcher l'assimilation correcte des nutriments. En même temps, c'est une barrière parce que quand on mange des choses qui sont toxiques, qui sont mal digérées, du coup, l'organisme est moins impacté parce qu'il y a cette barrière. Mais voilà, comme toujours, c'est un outil qui a à double tranchant. D'un côté, ça protège, mais d'un autre côté, ça empêche les nutriments. Donc, je pense que avec l'âge, cette plaque, elle s'épaissit ou elle prend elle est plus comment dire, elle est plus consistante et on a une moins bonne assimilation. Et d'autre part, oui, tout ce qui est en amont, donc la digestion et voilà les enzymes qui sont dans les sucs digestifs, ce qui est produit par les différents organes. Donc pour moi, il y a les deux. Il y a le vieillissement et l'encrassement du tube digestif qui diminue la digestion. Et d'autre part, oui, la réalité du vieillissement cellulaire et du vieillissement où là, effectivement, on a une diminution de la production enzymatique. Ouais. Avant justement qu'on passe à l'intérêt de se supplémenter aux enzymes, je voulais qu'on revienne sur là où on trouve les enzymes, c'est-à-dire dans l'alimentation crue. Ça, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a un ratio à respecter, alimentation cuite, alimentation crue, pour avoir un apport enzymatique suffisant au cours d'un repas ou d'une journée? Alors c'est difficile de répondre à cette question. Tu sais, nous enfin moi ça fait plus de 20 ans que je suis sur l'alimentation vivante. On est aussi parents d'enfants et donc on a une vie familiale, tu vois, et on a aussi une vie sociale à l'extérieur et aussi en plus on voyage beaucoup. Donc pour moi l'alimentation vivante le plus qu'on est capable de le faire, c'est l'idéal. Mais après moi j'essaie d'éviter de rentrer dans des schémas un peu de pensée dogmatique qui peuvent conduire à la poursuite d'un idéal qui est difficile à atteindre dans nos sociétés aujourd'hui et surtout dans les sociétés qui vivent sous des latitudes tempérées. Donc voilà, nous on essaye d'être, on va dire à 80%. Moi, je suis plus souvent 90, 100%. Mais voilà, on a des aléas, on se retrouve. Moi, parfois, je me retrouve à jeûner parce il y a pas ce qui me convient. Là, on a fait 2 mois et demi en Asie. Il y a certains moments, on était un peu. Je me rappelle, à un moment, on était dans la banlieue d'Ho Chi Minh. On devait être les seuls blancs là, à 3 kilomètres à la ronde. Il y avait vraiment rien qui nous convenait, quoi. Donc il y a des moments comme ça et ce qui est important pour moi, c'est de garder le plaisir
Enfin, moi, j'ai une image, tu vois, tu sais, les Billy Bull, je sais pas si tu te rappelles, moi, c'est de ma génération, c'était des espèces de petits bonhommes, là, qu'on mettait comme ça, et puis, quand on leur donnait une pichenette, ils se mettaient comme ça, puis finalement, hop, ils revenaient au centre. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que, on connaît quel est l'idéal à atteindre, ou quel est enfin, ce qui est le mieux pour nous, et puis après, ben voilà, il y a la vie de tous les jours, il y a des moments, on est bien, on est moins bien, on est invité par des amis, on va dans la famille, on est avec nos enfants. Donc voilà, moi je pense que d'être sur une alimentation qui a entre 2 tiers, 3 quarts cru, c'est déjà extraordinaire par rapport à nos modes de vie. Mais voilà, moi il y a des semaines où je m'en rends même pas compte. Hein, je mange cru du lundi au vendredi. Je fais pas trop attention à ça, mais en fait il faut surtout pas qu'il y ait une pression mentale supplémentaire avec tout un phénomène de culpabilité qui vienne avec une poursuite d'un idéal, etc. Alors moi, par contre, ce que je trouve chouette, c'est à un moment donné dans sa vie de faire une expérience de manger 100% cru pendant plusieurs jours. Parce que là, on va sentir tout de suite. Alors là, ça va, c'est l'allègement, on récupère enfin, il y a plein de symptômes qui vont aller confirmer que, enfin voilà, c'est beaucoup plus léger de vivre comme ça. Pour le ressentir dans ses tripes, en fait, dans son corps, avoir un meilleur sommeil, avoir vraiment de la clarté mentale. Moi, des principales choses qui me gênent, quand à des moments, on était, je te dis, là, on était en Asie, donc il y avait beaucoup de nouilles, de riz, etc. Donc à un certain moment, j'en ai pris, et tout de suite, moi, ce qui revient, c'est le brain fog. On dit en anglais, tu sais, c'est il y a comme une espèce de voile qui vient sur ton fonctionnement cérébrale, et moi ça tout de suite ça me gêne, je me sens un peu emprisonné. Voilà, donc parfois ça arrive. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, oui, ce que je te dis, pour moi, si on est à 2 tiers, 3 quarts en alimentation vivante, c'est déjà super. Ouais, c'est ce que je pourrais donner comme conseil, mais à part pour des personnes qui ont des pathologies lourdes et qui ont un laps de temps de réaction très court pour faire face à cette pathologie, et qui doivent mettre toutes les chances de leur côté pour sortir d'une ornière thérapeutique, ou des cas particuliers, des personnes qui préparent des examens, ou des sportifs, ou que sais-je, dans des moments de vie un peu spéciaux, où là ça peut être intéressant d'être à 100% pendant un certain temps au quotidien avec un fonctionnement normal. Voilà, moi je trouve que c'est déjà bien d'être sur les ratios que je t'ai indiqués là. Oui, et puis moi je trouve que ce que tu proposes, j'aime beaucoup ça, de faire l'expérience, expérimenter en fait dans son corps. Donc faire peut-être quelques jours crus, même si ça peut être intensif, parce que quand on ressent les bénéfices, bah, tout de suite naturellement on a envie d'y retourner. Voilà, et alors il y a un phénomène qui se passe qui peut être un peu bizarre, c'est que quand on est sur du 100% cru qu'on n'a jamais fait, le corps d'un seul coup il est allégé de tout un tas de choses à gérer. Et là, il se dit, OK, bon, ben là, je récupère 15-20% d'énergie. Allez, je vais aller nettoyer les recoins que j'ai pas pu faire. Et là, on est en crise de détox, on se sent mal. On va dire, maintenant, le cru, c'est pas pour moi. Parce que, mais c'est un passage qui est pas très agréable, qu'il faut, enfin, voilà, à travers lequel on peut passer. Et après, ben, par contre, après, voilà, on a beaucoup de bénéfices, mais faut être attentif. Enfin, il faut savoir ça, que si on passe au cru un petit peu brutalement comme ça, là, voilà, va y avoir ce phénomène de détox que énormément de personnes rencontrent, mais il faut juste en avoir conscience pour ne pas penser que c'est pas fait pour nous en fait. Au contraire, le corps il est content et Oui, tout à fait. Je te remercie d'apporter cette précision. Pour ceux qui souhaiteraient l'éviter, peut-être que commencer, comme tu disais tout à l'heure, par intégrer dans son quotidien une entrée crue et augmenter sa portion de cru. Mais je trouve que ça peut être une expérience intéressante. Et à quel moment, justement, tu considères que ça peut être intéressant de se supplémenter en enzymes? Alors il y a 2 cas. On a rencontré Victoras Kuzminkas au Costa Rica. C'est la personne qui a fondé l'Institut de santé Hippocrate et qui est un des spécialistes des enzymes. Là, on a passé 3 semaines avec Daniel Liox à Bali, qui est un autre spécialiste des enzymes. Donc on est vraiment baigné là-dedans. En fait, nous, on en consomme, on en a tout le temps sur nous. On en consomme de façon quotidienne depuis 3 ans et demi. Ça nous a vraiment changé notre vie. Mais il y a un cas qui est assez amusant en fait. Si tu veux, je trouve que les enzymes digestives, moi je les considère un peu comme un joker en fait. Et donc moi j'ai toujours dans mes papiers une toute petite boîte avec une dizaine d'enzymes digestives que j'ai toujours sur moi. Et en fait j'ai découvert ça avec l'actrice Armelle qui est cliente chez nous, qui est une amie et qui nous partageait que voilà, c'est quelqu'un qui aime bien l'alimentation vivante. Par contre, son mode de vie d'actrice lui impose de changer de ville régulièrement,
de prendre des repas tard le soir après ses représentations, d'être régulièrement dans des restaurants alors elle préférait être préparer son repas. Elle, ça lui a changé la vie d'avoir des enzymes digestives sur elle. Ça lui facilite toutes ces choses qu'elle ne contrôle pas, qu'elle ne maîtrise pas. Et là, c'est ce que j'appelle le joker. Donc, les enzymes digestives, c'est chouette d'en avoir quand on a un repas un peu lourd, quand on mange un peu tard et qu'on sait que ça va impacter notre sommeil, quand voilà, on a fait des combinaisons pas terribles, quand on a fait un repas que cuit, là, je trouve que c'est le joker assez sympa, quoi. Après, on a créé des formules d'enzymes, on les a testées dans tous les sens. Et voilà, moi, ça fait partie des choses que je consomme au quotidien, nous ont vraiment apporté un plus. Quand on est dans nos âges, je trouve que c'est quelque chose voilà, qui devrait faire partie un petit peu des outils que proposent les naturopathes. Là, je parle en dehors de tout aspect pathologique parce que c'est un très bon outil aussi quand il y a des pathologies. Et notamment, on a beaucoup discuté de ça avec Éric Darche, qui est directeur d'une école de naturo et qui, lui, l'utilise depuis de très nombreuses années. Et quand on a commencé à rentrer nos gammes d'enzymes là, en France, on a rapidement discuté et il m'a dit, lui, les résultats qu'il arrivait à avoir. Et pour t'expliquer comment ça peut servir, les enzymes, moi, je prends une petite image pour illustrer ça. C'est comme si tu vois dans ton corps quand tu es en éveil, tu as un atelier de menuiserie avec on va dire allez, il y a 12 personnes qui travaillent dans cet atelier qui fabriquent des fenêtres, qui fabriquent des tables ou des meubles, etc. Et donc tu arrives d'un seul coup là, si tu prends des enzymes en externe, c'est comme si alors il va y avoir le même bois qui va rentrer et les mêmes enfin les mêmes choses qui rentrent et les mêmes choses qui sortent. Hein. La menuiserie va continuer à fabriquer les mêmes choses, mais tu arrives avec un petit bus et tu amènes 6 ou 7 personnes supplémentaires. Et ces personnes vont rentrer dans la menuiserie. Et donc, en fait, le travail va être fait beaucoup mieux. Il va y avoir une personne qui va pouvoir peut-être aller nettoyer les machines. Il y a une personne qui va pouvoir faire des finitions beaucoup plus jolies que ce qui était prévu avant. Le travail va être fait plus rapidement et les personnes qui étaient présentes dans l'atelier vont pouvoir voilà souffler un peu ou avoir des journées plus tranquilles, quoi. Donc c'est ça en fait, c'est que c'est vraiment des aides en fait. C'est des aides qui peuvent venir nous soutenir à des moments ponctuels ou au long cours ou dans des moments de vie comme des repas au restaurant à 22 heures ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, pour les enzymes digestives, hein, les enzymes métaboliques, c'est des enzymes qu'il faut consommer le plus loin possible des repas. Et donc ça, c'est des enzymes qu'on prend juste avant de se coucher ou juste quand on se lève, quoi, parce que c'est quand l'organisme est dans tous ces processus de nettoyage, de détox et aussi de fabrication de synthèse Mm. de protéines. Tout à l'heure, tu disais que toi, t'en prends de façon quotidienne et que ça a vraiment changé ta vie. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Alors la première chose que ça a vraiment changé pour nous là quand on a commencé là en fait c'est Victoras nous a fait une espèce de plan de santé là quand on a passé plusieurs jours avec lui et bon c'était très compliqué là il fallait acheter ces enzymes aux États-Unis c'était un peu compliqué de les faire venir mais on a dit allez on fait l'expérience et on a rapidement en quelques jours là on a eu alors des nuits mais avec un sommeil très profond en fait ouais c'était ça m'a vraiment étonné donc et on se réveille enfin bon déjà on se réveille sans réveil mais enfin ça a un peu optimisé Le sommeil. ouais le sommeil ça a vraiment changé quelque chose ça a changé si tu veux une espèce de tolérance par rapport au repas où moi j'étais voilà moi je suis plus à vraiment essayer de faire des repas crus et tout même quand on est à l'extérieur donc là avec ça dans mon arsenal si tu veux ça m'a rendu moi plus cool par rapport à des sorties ou des repas avec des amis ou des choses comme ça le fait que je sache que je pouvais compter sur des enzymes pour m'aider et c'est pas parce que il y avait un repas trop lourd que j'allais forcément passer une sale nuit derrière parce que pour moi, les repas du soir et la qualité du sommeil sont très 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 liés. Ça est sur le blog de BioVie, on a écrit de nombreux articles sur le sommeil où on essaie de remettre cette idée en avant parce que euh, voilà, on a des habitudes culinaires en France qui fait que on prend quand même les repas relativement tard et souvent des repas assez copieux. Donc moi, ça a changé ça. Le niveau d'énergie aussi. Ouais, globalement, enfin voilà, c'est comme
j'utilise l'image de la menuiserie parce que c'est un peu ça, moi, c'est ce que j'ai senti, c'est que ça m'allégeait, tu vois. Ça allégeait un peu ce que le corps faisait. Mais en tout cas, gros impact sur les repas non crus et différence dans la qualité du sommeil assez nette, quoi. Ça, c'est déjà fondamental. Moi, je le dis souvent, un mauvais sommeil, c'est le lit de la maladie. Et puis, même sans aller vers la maladie, je veux dire, tu passes une mauvaise journée, tu subis ta journée, ça n'a rien à voir. Oui, oui, et enfin, il y a tellement, je te dis, moi j'ai écrit un article, enfin, c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, parce qu'en plus on a publié un livre qui s'appelle De les petits à l'époque, par rapport au sommeil des enfants, parce qu'en fait c'est tellement le point de départ de problématiques, si tu veux alors ça peut, enfin, dans une famille, quand il y a en tout cas par rapport à quand il y a un enfant qui vient de naître, quand ça part en vrille, ça peut fragiliser le couple, ça peut avoir un impact sur les autres enfants, ça peut déstabiliser pour enfin il y a plein de problématiques, mais sans parler de maladies qui font effectivement, comme tu dis, ça c'est le lit de d'autres problèmes. Et donc le sommeil c'est fondamental. Et j'ai listé dans un article de blog là sur toutes les petites choses qu'on peut faire sur son environnement, sur l'inclinaison du lit, sur faire éteindre la Wi-Fi, ne pas avoir d'appareil électrique, mettre son matelas à la terre. Enfin, il y a plein de petites choses, prendre des enzymes. Avoir le dernier repas maximum à 18h30, plutôt faire des repas liquides. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir et quand on a un sommeil de qualité, bah voilà, les journées se passent pas pareil, quoi. Hein. Enfin, J'ai envie de dire, c'est le jour et la nuit. ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ah, c'est clair. Non, non, mais ça c'est Ben, fondamental. je mettrai les références de l'article que tu cites dans les notes de livre. Oui, oui, c'est un article vraiment sur tous les points de checklist qu'on peut faire auxquels on pense même pas. Sur d'une part la préparation au sommeil, tu vois les couleurs des lumières qu'on utilise quand on lit par exemple, ou de pas faire d'écran de soir. Enfin, j'ai listé plein de choses ouais, voilà, le sommeil ça se prépare pour moi. Et après pendant le temps de sommeil, voilà, il y a aussi la qualité de l'environnement dans lequel on se trouve. Moi je dors nu depuis des dizaines d'années, enfin d'être en contact avec des matériaux sains aussi, pas des choses qui font suer ou qui sont à base de synthétique, etc. Enfin, il y a plein de petits éléments qui permettent d'avoir ouais, pour moi un bon sommeil. Et ça se construit. Et après, enfin, c'est des petites corrections qui sont pas compliquées à faire, quoi. Faire incliner son lit, c'est Oui, gratuit. oui, oui, il suffit de pas grand-chose, quoi. Encore faut-il le savoir. Souvent, c'est ça qui est le plus difficile. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai fait cet article-là. Et voilà, on a eu beaucoup de retours et j'étais très content que les personnes aient des améliorations derrière. Ouais. Pour en revenir aux enzymes, donc toi, tu dis que tu les prends de façon régulière, mais qu'est-ce que tu recommandes? Plutôt des cures? Enfin, après, c'est toujours à individualiser en naturo, c'est sûr, mais peut-être à partir d'un certain âge de façon régulière. Ouais, enfin là, ça c'est à individualiser. C'est là où, enfin pour moi, les enzymes digestifs, quelle que soit la personne, quel que soit l'âge et tout ça, je pense que de toute façon, peu de personnes sont dans une alimentation qui est idéale, hein, avec la transformation excessive de nos aliments, les modes de cuisson qui sont pas, pardon, les modes de transformation qui sont destructifs. Nous, en alimentation vivante, on essaie d'être sur des modes de transformation qui sont bénéfiques et qui conservent à minima les nutriments, voire qui les améliorent, comme la lactofermentation, la germination, etc. Mais quand tu rentres dans un supermarché ou quand il y a une grande partie du supermarché qui est dévolue à des aliments qui sont morts, quoi, quand même. Hein. Donc voilà. Donc sur les enzymes digestives, je trouve que c'est intéressant on sent rapidement, hein, avec des enzymes digestives des améliorations. Donc c'est intéressant d'en avoir sur soi et de faire le test. Et puis après, oui, c'est une question de priorité. Tu vois là, quand tu fais un budget sur une année, et puis que tu vois l'argent que tu passes dans les pneus de ta voiture, dans l'amélioration de ta maison, refaire ta terrasse et tout ça, ou changer des fenêtres, ou je sais pas, enfin des choses dans lesquelles on enquille assez facilement des sommes importantes, et que finalement on n'est pas habitué à investir de l'argent trop sur nous, en prévention, quoi. Tu vois, sur la santé, on va plus aller chez le médecin quand on a une pathologie, mais sur de la prévention pure, on n'est pas éduqué à ça, en fait. Et pour moi, ça en fait partie, en fait. Ça fait partie de la prévention. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu des pathologies gravissimes, qui sont décédées dans mon entourage très, très proche. Ouais, voilà. Les personnes commencent à manger bio quand elles ont des tumeurs. Pour moi, c'est un peu tard, quoi. Enfin, donc,
voilà, ça se fait, enfin, dès qu'on a conscience de ça, ce serait pour moi incontournable de passer, voilà, de comprendre que son organisme, il y a un investissement. Tu vois, là, en ce moment, je suis en train de m'occuper de mes reins. C'est la première fois en 53 ans que je fais des choses spécifiques sur les reins. Je me balade avec une ceinture chauffante avec, tu sais, je fais des enveloppements au ricin. On suit un protocole spécifique d'enzymes sur les reins. On fait des massages et tout ça. Mais on n'est pas habitué à ça, en fait. On n'apprend pas ça à l'école. Les médecins nous disent pas ça. C'est que des personnes qui prennent une heure pour toi, qui vont pouvoir te parler, ou enfin voilà, de consulter un naturopathe, ou d'aller dans un centre de santé. Là, ou alors de se documenter en lisant un livre. Mais si tu veux, sur une journée, quand tu te déplaces pour aller travailler, tu vas croiser 4 McDo, 3 supermarchés et des publicités pour des produits très transformés. Donc, tu es un peu bombardé d'informations commerciales et publicitaires qui vont enfin un peu te submerger, et il y a un tout petit peu d'informations santé, et encore il faut être volontaire pour aller les chercher. Donc on est dans un océan de choses dysfonctionnelles, et voilà, il faut essayer de trouver sa voie. Donc voilà, mais moi ce que je peux trouver enfin sympa pour essayer des enzymes, c'est une fois d'acheter une boîte d'enzymes digestives, et de les utiliser comme je dis là en joker dans des repas, et là ça fait déjà une prise de Ouais, conscience. ça peut être une première approche assez intéressante, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des contre-indications? Ça, j'ai pas vraiment de notion de contre-indication, peut-être sur les quantités, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enzymes, on en a déjà dans notre organisme, en fait. Donc, il y a pas, enfin, peut-être dans certains cas, hein, là, il faudrait voir des médecins, mais comme c'est des choses qu'on a déjà en nous, en fait, on en apporte en plus grosse quantité. Oui, il n'y a pas de raison que ça vienne faire du mal, en fait, ou que ce soit contre-indiqué. Non, non, alors on est obligé, hein, nous, de mettre les autorités européennes nous ont obligés de mettre des choses sur les étiquettes, mais enfin, voilà, c'est pas pour des principes de précaution. Mais enfin, ouais, j'ai pas de notion de contre-indication vraiment avérée. Après, voilà, c'est sur des enzymes. Nous, on propose un peu des enzymes généralistes. Euh, Ensuite, s'il y a des personnes qui ont des carences, qui font des cures d'enzymes parce qu'elles en manquent voilà, pour certains cas, là, c'est complètement autre chose. Mais là, c'est plus de l'ordre du naturopathe ou du médecin de répondre. Moi, je suis agronome, tu sais, donc moi, je suis plus sur le sourcing. Et on a fait attention à ce que nos enzymes soient véganes, soit sur la qualité. On a travaillé avec le seul laboratoire indépendant américain qui fait des enzymes. Donc, moi, je suis vraiment sur la partie amont. Et sur la partie aval, voilà, on a des très bons retours. Donc, c'est ça qui nous conforte, en fait. Est-ce que justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de comment vous avez fait pour mettre au point ces enzymes que vous proposez aujourd'hui chez Lui? Alors, on est parti avec un drôle de système, c'est-à-dire que et on est en train de le reproduire là avec une autre société là avec laquelle on travaille, qui est en Asie. On est parti de ce qui est autorisé aux États-Unis, et on a fait comme en bio. Tu sais, en bio, moi je travaille en bio depuis 30 ans, et en bio, c'est pas qu'il y a des trucs autorisés ou interdits. En bio, il y a ce qu'on appelle une liste positive. C'est-à-dire qu'il y a une seule liste avec pas énormément de choses. Il y a une cinquantaine d'ingrédients qui sont autorisés en bio. Et en fait, tout ce qui ne rentre pas dans cette liste est interdit. Donc j'ai fait la même chose moi pour les enzymes. Donc on est parti de formules américaines qui étaient déjà existantes, et c'est celles qu'on avait testées. Et on a mis en face la liste positive de ce qui pouvait rentrer en Europe sans avoir à déposer ce qu'on appelle des novel food, enfin que c'est très très cher de faire agréer par la Commission européenne. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, des molécules inconnues, tu vois, qui n'ont pas encore eu l'agrément, etc. C'est extrêmement coûteux, et nous on n'a pas du tout la surface financière pour faire ce genre de choses. Donc on a procédé comme ça. On a pris avec Victoras Kuzminkas là qui a formulé les enzymes pour l'Institut Hippocrate là dans les années 60. Et donc ces formules sont toujours utilisées. On a pris ce qui était autorisé aux États-Unis. On a regardé ce qui était autorisé en Europe. On a fait des formules, et on a voilà on a fait avec ce qu'on pouvait faire rentrer en Europe, en fait, sachant que les États-Unis sont plus ouverts à ce type d'approche, et la gamme peut être un peu plus large.
Mais voilà, on a globalement, moi j'étais assez satisfait de ce qu'on a pu rentrer. Et donc voilà, les enzymes sont 100% véganes parce que dans les années 70, on était beaucoup sur des enzymes animales, quoi. C'était beaucoup des enzymes qui étaient récupérées sur des cadavres d'animaux, etc. Là, ce sont exclusivement des enzymes qui proviennent de fruits, légumes, champignons, algues ou de produits qui ont été fermentés sur lesquels on récupère les enzymes, en tout cas. Il y a pas d'enzyme animale du tout. Et pour moi, c'était un point fondamental, quoi. Bah écoute, je vais tester les enzymes parce que moi j'ai jamais testé encore. Donc là j'ai qu'une envie à l'issue de notre conversation, c'est de tester. Bah merci beaucoup, c'était passionnant. Avec joie, oui, oui, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est ce qui est au cœur de l'alimentation vivante et voilà, on parle souvent des nutriments traditionnels, mais voilà, les enzymes c'est un peu le parent pauvre et il y aurait tellement de choses chouettes à faire avec ça, mais pour moi ça va. Oui, c'est vrai que c'est encore méconnu, ouais. Oui, oui, on est un peu précurseur là-dessus et voilà, on continue à travailler dessus. Là, on travaille sur des mélanges d'enzymes qui permettent de nettoyer les émonctoires de façon sélective, donc qui permettent de nettoyer le foie, et moi je suis en train de tester ceux pour les reins là. Donc c'est des cures d'1 mois et donc il y en a un qui nettoie le sang qui est incroyable, il y a qui vient de nettoyer tous les petits capillaires qui sont pas ouverts. Voilà, quand on le teste, on devient rouge pivoine à chaque fois qu'on prend le mélange enzymatique, c'est carrément impressionnant. Enfin, ça c'est les Asiatiques ont en particulier à Taïwan, tu trouves des enzymes dans les petites épiceries de quartier, quoi. Les Asiatiques ont une culture complètement différente de nous là-dessus, comme les algues en fait. Tu vas dans le 7-Eleven là qui sont des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24 en Asie et tu as des algues, tu as des enzymes, tu vois, on est dans une culture qui est différente. Donc on s'inspire de ce qui se fait en Asie. Ils sont allés très loin là-dessus et voilà, c'est quelque chose qu'on va lancer là assez prochainement et qu'on continue à tester nous à la maison. Mais donc là, c'est des enzymes qui sont autorisées, ça fait partie de la liste des produits qui seraient autorisés. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors pour l'instant, on est encore nous là, moi, pour être très franc avec toi, moi je travaille depuis. On a une liste de 600 produits à faire agréer par les autorités européennes qui sont contenus dans ces enzymes. C'est des produits très simples, mais voilà, actuellement tout vient de Taïwan, donc ça passe, c'est long en transport et tout. On aimerait bien que ces enzymes soient présentes en Europe pour faciliter la logistique parce qu'il y a toujours des colis qui sont retenus en douane, il y a toujours des contrôles et tout, c'est un peu pénible. Mais oui, oui, bien sûr, là, c'est des enzymes qui sont très simples, qui sont autorisées, qui sont, c'est des enzymes ce sont des fermentations de 3 ans de fruits, légumes, champignons, algues et tout ça, quoi. Donc, c'est ces produits incroyables, quoi. On les teste depuis, on a commencé à les tester au mois de mai. Ok. Non, c'est passionnant, ça donne vraiment envie de plonger dans l'univers. Ouais, c'est incroyable et c'est voilà, moi ce que j'aime bien c'est que c'est très sélectif, ça va répondre à des besoins assez fins et voilà, c'est une autre approche de la santé que je trouve intéressante, moi. Ben, merci beaucoup Eric. Avec joie Camille. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rejoignez la communauté des lois naturelles en vous abonnant au podcast et découvrez comment mettre en place des changements simples mais puissants dans votre quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à prendre rendez-vous pour une consultation en naturopathie où je vous accompagnerai personnellement dans votre démarche de santé naturelle. Ensemble, nous explorerons comment la naturopathie peut transformer votre bien-être et celui de votre famille. Pour prendre rendez-vous, contactez-moi directement via mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, ou envoyez-moi un mail à l'adresse suivante, lesloisnaturelles@gmail.com. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin vers une meilleure santé. À bientôt!